Souvent, dans le train, dans les transports, je me dis, j'espère que les gens ils s'entendent pas à travers mes écouteurs ce que j'écoute, quoi. Là, mon nouveau truc, c'est en venant, j'écoutais Double Jeu de Christophe Willem. Oh waouh. Ça fait 3 jours, je suis dedans, je me dis, mais banger, on a oublié trop vite ce gars. Ah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux? Et exactement, et je me dis, j'espère que les gens ils s'entendent pas, quoi. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds. On tape dans les mains. Et faites un maximum de bruit pour le prochain. Avant de commencer l'émission, j'ai un petit détecteur de fame pour voir si t'es trop connu pour l'émission ou si c'est bon, t'es pas assez connu, donc je peux t'avoir. Ok. Est-ce que t'as déjà participé à Danse avec les stars? Non, ni en tant que danseur, ni en tant que star. T'as pas fait de tectonique là-bas, du coup? Non, j'aurais aimé, j'aurais adoré. Sur Malheureusement, une tectonique. ils m'ont pas appelé. Est-ce que tu as déjà pris un jet privé pour te rendre plus vite à un rendez-vous? Pas privé. Ah. Pas de jet non plus, donc non, en fait. Est-ce que tu as déjà sorti ta carte bleue au restaurant et à la fin, le patron est arrivé, il a dit « Non, monsieur Kémil, c'est pour nous, ça nous fait plaisir. Non plus. » Dernière question, est-ce que tu as déjà participé à une émission présentée par Kian Kojandi? Non plus. Ah si. Pendant plus de 70 secondes. Ah non, pas. Marrant. Et en plus, même quand j'ai été appelé pour 69 secondes, j'étais à une roue de secours, quoi. Donc, on est vraiment loin de la fame, malheureusement. Mais tu n'as pas été coupé au montage. C'est déjà bien. Ça aurait été dur de couper au montage avec le chrono. L'émission s'appelle 69 artistes, donc tu peux pas couper quelqu'un au montage. Tu vois d'un coup le chrono qui passe de 12 à 14. Ok, bah félicitations, t'es pas assez connu. Donc du coup, tu peux être dans bientôt la fame. Mais c'est un premier succès. Bonjour Kémil. Ça va? Ouais, ça va, merci d'être là. Je suis trop content. Il y avait des balistos dans les loges, donc ça régale. moi, dès qu'il y a du sucre, je suis heureux, quoi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter déjà? Ouais, je m'appelle Kémil. Je suis originaire de Bordeaux. J'ai bientôt 25 ans et je crée des trucs dans la vie, principalement humoristiques, vidéoludiques. Putain, j'aime bien les mots en X, ça fait un peu sérieux, un peu pro. Mais non, je fais des blagues sur scène, je fais des vidéos et je fais un peu ce qui me chante. Et j'ai la chance de réussir à faire croire que c'est un métier. Donc ça va, ma mère me laisse faire ça à plein temps sans trop s'inquiéter. Je pense que ta mère avait une grande confiance en toi parce que tu sais ce que ça veut dire, Kémil? Ouais. Ouais. Ça veut dire parfait? Ouais, c'est la perfection, quoi, la finitude. Donc déjà, ça mettait les bases, quoi. Ouais, mes potes me vannent beaucoup pour ça. Il y a un peu, c'est un prénom d'égo mais ouais, non, mais ça, j'espère que c'est plus le fait d'être perfectionniste et de tendre vers une finitude plus que le fait de dire ah voilà, c'est la perfection incarnée, quoi. Et donc tu viens de Bordeaux? Ouais, exactement. Est-ce que tu es encore à Bordeaux? Ouais, je viens de rentrer vivre à Bordeaux. Après quelques années à vivre un peu partout en France, 3 ans sur Paris. Là, je viens de poser mes valises à Bordeaux il y a 2 mois maintenant. Ok. Et voilà, je suis retourné à Bordeaux. Quand t'étais tout petit, t'étais quelle sorte d'enfant? T'étais un petit rigolo? T'étais un timide? Déjà, quand j'étais petit, je pleurais beaucoup. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Donc, je pense que déjà assez sensible, quoi. Et sinon, je crois que j'étais un enfant middle, quoi. J'étais le gars de la moyenne, le gars qui bosse bien en cours, qui arrive à traîner un peu avec tout le monde, qui est pas le plus populaire, mais qui a des potes quand même. Depuis petit, j'ai cette chance d'avoir plein de potes de plein d'endroits différents. Je pouvais traîner un peu avec tous les gens de la cour et même en dehors de l'école, quoi. J'avais des potes à la campagne, des potes en ville, des skateurs, des babos, des rappeurs, j'avais des potes un peu partout. T'as pris un peu de tout ça pour te construire? Ouais, donc voilà, je pense que je suis vraiment le gars qui est dans la moyenne, quoi. Et t'es un genre de caméléon un peu? T'arrives à t'adapter à ton environnement? je sais même pas si je m'adapte, en fait. J'ai l'impression que naturellement, mon profil fait que j'arrive à aller partout, en brillant nulle part, mais en étant partout, quoi, c'est déjà bien. Donc non, petit, j'étais plutôt ce gars-là, ce gars qui en cours peut faire une bonne blague au bon moment et faire rire les gens, mais qui a des bons résultats scolaires. J'étais ni le clown, ni l'intello, j'étais le juste milieu, le cool kid, quoi. Et t'avais l'impression d'être le même? Par exemple, si d'un coup tu croisais un copain skateur et t'étais avec un autre groupe, un groupe de rockers, est-ce que ça crée une scission en toi? J'ai le syndrome du métissage un peu, tu vois, le fait d'être le plus rebeu des blancs, le plus blanc des rebeux, et du coup de faire du skate assez pour entrer dans le groupe, mais d'être quand même le vidéaste du groupe de skate, ce qui signifie que t'es pas le mec qu'on file, donc t'es pas le mec qui est fort. Tu vois, un peu ce gars-là, quoi, de jamais le meilleur, mais toujours assez pour intégrer les groupes, quoi. Et c'est un peu, je crois, ce qui me caractérise encore aujourd'hui, hein. Même dans le stand-up, je crois que j'appartiens pas trop à une école ou un groupe. J'arrive à avoir un peu ma place un peu partout, à m'entendre bien avec tout le monde. Voilà, je crois que c'est à peu près ça, quoi. Okay. C'est vraiment le truc de pas moi j'ai pas l'impression d'être un caméléon dans le sens où je me change pas, mais je crois que naturellement j'arrive un peu à être un peu partout, quoi. Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes?
Ouais, ouais, ouais. Mon père est danseur hip-hop, chorégraphe. J'allais tous les étés au Festival d'Avignon, on l'accompagnait. Donc j'ai eu cette chance de voir beaucoup de spectacles vivants en tout cas. Après, l'art de manière générale, ou l'art qui n'est pas du spectacle, c'est plutôt moi qui me suis nourri en grandissant. Mais voilà, ma mère est pas du tout artiste, mais j'avais cette chance, enfin j'ai cette chance encore aujourd'hui, hein, que du coup elle freine pas le truc, quoi. Elle a vu mon père démarrer, elle a suivi tout ce truc-là, et du coup c'est limite elle qui y croit trop, quoi. J'ai pas eu des parents qui me freinent. Des fois c'est limite trop. Ma mère elle me dit mais t'as joué au Paname, il y avait Gad Elmaleh. Je dis ouais, elle dit bah dis-lui qu'il te produise. Je dis ah ça marche pas comme ça, tu vois. Et pour elle c'est vraiment, elle me pousse, quoi, donc c'est une chance. Ouais, non, j'ai grandi un peu dans un truc, en tout cas, où je me suis pas posé la question de je veux faire de l'art, est-ce que ça va être accepté. C'est plutôt naturellement, depuis tout petit, on danse, on fait des trucs, on fait de la peinture, on crée. Ok. Et très vite, très jeune, tu as voulu faire d'un métier artistique? Je sais même pas si je serai artiste toute ma vie. Ce que je veux, c'est créer des trucs, en fait. C'est ça qui me botte, et c'est le fait d'être libre. Je savais très petit que je voulais être libre. Je me suis jamais vu travailler pour un patron. J'ai envie de monter des projets, en fait. C'est ça qui me chauffe. Mais monter un projet, ça pourrait très bien être acheter un van, en faire un bar à jus ambulant et aller faire les marchés d'été, vendre des jus pressés. Donc c'est vraiment ce truc-là. Ça a commencé, moi, par la vidéo. Je faisais des courts-métrages avec mes potes. J'habitais à la campagne, donc on faisait des courts-métrages. J'avais rien à faire. Et puis rapidement, je suis parti sur Bordeaux même, faire un lycée avec une spécialité cinéma. Et je savais pas, j'étais pas le plus passionné de cinéma dans ma classe. Il y avait des vrais gars, des vraies têtes, des vrais cinéphiles. Mais moi, j'étais plutôt le gars qui aime créer des trucs. Donc en tout cas, j'étais celui qui a pris une caméra en premier, qui est sorti, qui a fait des clips pour des skateurs, pour des rappeurs. Et du coup, c'est vraiment passé par là, par l'envie de créer des trucs. Et naturellement, après, la scène est venue, et peut-être que je ferai ça encore quelques temps, ou peut-être que ça... Je sais pas si c'est pas vraiment une envie d'être artiste, ou c'est plutôt une envie d'être libre et de me lever le matin en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Oh putain, c'est une bête idée, viens, on prend 3 potes, on appelle, on prend une caméra et on fait ça, quoi. Pour pouvoir avoir une liberté comme ça, tu as dû faire des petits boulots un peu pour gagner de l'argent? Alors, j'ai fait un petit boulot qui revenait régulièrement, c'est que j'ai été beaucoup animateur pendant les vacances scolaires. En fait, j'ai commencé le stand-up à 16 ans, donc j'ai commencé assez jeune. Et du coup, de mes 16 à mes 20 ans, pendant les vacances scolaires, je partais faire des saisons ou quoi. Et le reste du temps, le stand-up quand même me permettait d'avoir un peu d'argent de poche. Donc j'ai vécu du stand-up assez rapidement. J'ai pas eu besoin d'aller trouver un métier alimentaire pour survivre. Voilà, l'animation, c'est le truc que j'ai le plus fait. J'ai un peu tout fait. J'ai fait les colos, les enfants de foyer, les campings, les centres de loisirs. Est-ce que tu as des angoisses? Ouais, de ouf. C'est marrant, c'est vraiment mon truc du moment. Ah ouais? C'est en train d'arriver là, je crois. Ok. Tu en as de plus en plus? Ou tu commences à... Ouais. En fait, je vois, il y a un peu, il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé le stand-up après des grosses angoisses, ou après une thérapie, ou après une remise en question. Moi, j'ai commencé sans me poser de questions. Et là, maintenant que j'arrive dans la vingtaine et que ça commence à être un peu mon métier, qu'il y a une routine qui s'installe, etc., là, je commence à me poser des questions. Quête de sens, quoi. Je pars dans des chemins de pensée qui sont interminables. Ok. Et des petites terreurs nocturnes? Ouais, pas tellement terreur nocturne, mais c'est plutôt le fait de se lever en disant bon, comment on va remplir cette journée? Il faut trouver de l'argent, et après l'argent, il faudra le donner à un mec qui possède l'appartement dans lequel je vis. Et après, c'est ce truc un peu infini de me dire est-ce que je vais faire ça toute ma vie? La peur d'être bloqué, en fait, la peur de la routine, la peur d'être bloqué dans un système qui me dépasse et de ne pas pouvoir en sortir. Et en fait, j'ai fait ce métier parce que ça me permettait de voyager, de rencontrer des gens différents, que les journées ne se ressemblent pas. En fait, mine de rien, à un moment, même quand tu fuis ça, tu crées une routine, même quand tu es artiste, même quand... Donc là, c'est un peu ce truc-là, quoi. À toutes les échelles, la routine m'angoisse un peu. Et t'as commencé quand le stand-up? Et comment t'as commencé le stand-up? J'ai commencé à 16 ans. J'étais au lycée. Alors à la base, je voulais mettre la daronne à l'abri. Mais elle est quand même vachement autonome, quoi. Elle a pas trop besoin de moi. Elle a un duplex, la gourmande. Donc on a dit, bon, va falloir trouver d'autres raisons. Maintenant, en vrai, premier degré, je faisais des petites vidéos avec mes potes. On créait des courts-métrages, on créait des trucs. Et je faisais un peu tout ce que je pouvais faire. J'écrivais des courts-métrages de fiction. Je faisais un peu des clips. Je faisais un peu de théâtre d'impro. Donc il y avait un truc à un moment de dire ok, là c'est des trucs qui font que je dépends tout le temps de gens, qu'est-ce que je pourrais faire tout seul en plus pour faire un truc plus régulier. Et j'ai vu qu'il y avait une scène ouverte à Bordeaux, je me suis inscrit. C'était en quelle année ça du coup? 2016, ouais. Ok, une scène ouverte de stand-up en 2016 à Bordeaux, c'était tôt déjà. Il y en avait qu'une, et puis c'était une scène ouverte, alors c'est même pas stand-up, c'était café-théâtre. Ouais. Donc il y avait des gens qui faisaient du personnage, il y avait des gens qui reprenaient des sketchs, ça se fait de moins en moins dans les comédie clubs, mais t'avais des gars qui arrivaient qui disaient je vais vous faire un sketch de Danny Boone, et qui jouaient un sketch quoi, que les gens connaissaient.
Donc c'était marrant. Il y avait du slam aussi. Ouais, il y avait plein de trucs. Il y avait Nordin Ganso, qui était le premier Bordelais à vraiment faire du stand-up, à demander un micro, parce qu'on joue à la voix, vu que c'est un café-théâtre, etc. Et du coup, j'ai eu cette chance-là de rencontrer ce gars-là, de dire « Ah putain, mais on peut prendre un micro ici, on peut faire des blagues comme moi, ce que je vois à la télé, au Jamel Comedy Club. » Mais il prenait un micro, mais qui était quand même branché et tout. C'était Ouais, juste non, pour il prenait, pour le délire. mais quand il prenait un micro branché, mais ça le regardait en bizarre, quoi. Il y avait des gens qui lui disaient « Mais tu peux jouer à la voix, on est 40, quoi, c'est un petit café-théâtre. » Il disait « Non, mais c'est mon truc, moi, je veux pas parler fort. » Et moi qui étais hyper timide et tout, qui aurait jamais osé demander un micro s'il l'avait pas fait avant moi, je me suis dit putain, on peut faire ça, ok, vas-y, je veux faire. À la base, je voulais faire qu'une fois pour savoir si ça allait me plaire. Et donc je remplis le Google Doc pour s'inscrire à la scène ouverte et je mets que je suis dispo tous les vendredis pour être sûr d'en avoir au moins. Et donc il m'appelle le premier vendredi, j'y vais, c'est cool, ça me plaît. Puis après il me rappelle le deuxième vendredi. Je leur dis, oh, c'est encore moi. Ils disent, bah, on t'a mis tous les vendredis, t'as demandé tous les vendredis. Et en fait, il y a tellement peu d'humoristes qu'on pouvait jouer tous les vendredis, quoi. Tu refaisais tout le temps les mêmes blagues tous les vendredis? La première année, j'avais un sketch et je l'ai fait en boucle, quoi, pendant 1 an. À la fin, j'avais l'impression d'être super fort. Il y avait un peu ce truc de chance du débutant. T'écris un deuxième sketch et là, tu te casses la gueule. Et ça, c'est la routine que un peu tout le monde retrouve, quoi. C'est ton premier sketch. Je sais pas, il y a une candeur, un truc, un peu un instinct de survie sur scène qui fait que t'es marrant. Et quand tu commences à prendre la confiance, c'est là où tu te pètes les dents, quoi. Et tu commençais déjà à savoir comment le retravailler. Par exemple, le premier ressemblait pas Ah trop non, au mais deuxième. moi, j'ai écrit un sketch avant de comprendre en fait qu'il y avait 2 métiers. Il y a le métier d'interprète, il y a le métier d'auteur. Moi, j'ai fait le métier d'auteur une fois. J'ai écrit 10 minutes. Je les ai joués, c'était pas terrible, mais comme les gens rigolaient et que ma famille me disait mais c'est super, je les ai filmés, je les ai envoyés pour faire des premières parties. Donc je pense que Elise Moon doit encore avoir dans ses mails ma vidéo de mon premier sketch, quoi. Ouais, tu vois, genre j'ai envoyé à tous les artistes qui passaient près de Bordeaux et dans ma tête c'était là c'est bon, je vais aller au Jamel Comedy Club avec ce sketch, quoi. Ok. Donc je l'ai joué, puis après il y avait cette scène ouverte là, puis après tu jouais une fois tout, je jouais pendant les vacances scolaires. Ma mère m'autorisait à jouer quand il n'y avait pas école le lendemain. Ouais. Et du coup, je jouais pendant les vacances scolaires. Donc, en fait, une fois tous les 2 mois pendant 1 an. Donc, ça fait pas tant de fois que ça. Et à la fin de l'année, quand tu réécris un sketch et que tu commences un peu à comprendre comment ça marche, tu te dis, ah, mais en fait, non, je suis à 0,01% du chemin qu'il y a à faire avant que ce soit un métier, quoi. C'est plus tard que je me suis posé la question de, ah, ok, ça serait cool qu'il y ait un plateau, que je joue de manière hebdomadaire, en testant des blagues, en essayant de construire un spectacle. Moi, ce que je voulais faire, c'était juste monter sur scène, quoi. C'était ça qui me faisait kiffer, proposer une idée et voir les gens la valider, ça me faisait kiffer, quoi. Ok. Et comment du coup t'es passé au stade d'après en te disant bon allez, j'écris un deuxième sketch, je joue peut-être dans des endroits différents. Ah, et à Nantes il y a peut-être un peu du monde. Après à Paris, etc. Comment ça s'est cheminé tout ça? Alors il s'est passé 2 choses. La première, c'est Nordin qui commençait à beaucoup monter à Paris, lui, qui a commencé à me mettre un peu sur des plans où il pouvait pas aller à Bordeaux. Du coup, il était beaucoup appelé pour organiser des petits plateaux de stand-up et il disait bon, ben moi je dois aller à Paris, je serai pas là, mais il y a des petits jeunes qui commencent à faire du stand-up aussi à Bordeaux. Comme on était un peu ce qui se rapproche le plus du stand-up, les autres faisaient du personnage, faisaient des fois des choses qui étaient même pas de l'humour. Il y avait de la poésie et plein de trucs. Nordin m'a un peu fait confiance, quoi. Donc il y a eu ce truc là de Nordin qui me met sur des plans et là tu te retrouves dans des vrais bars devant des gens qui venaient pour Nordin et faut assurer le truc derrière. Donc il y a eu ce truc là qui m'a fait dire ok, là il faut bosser, il faut se stand-upifier un peu et prendre ça au sérieux. Et il y a eu la rencontre de 2 gars, Abdel et Théo, avec qui on a monté un plateau à Bordeaux. On a fait un peu nos premiers chapeaux là à ce moment-là. On a mis en place le concept du chapeau, j'ai commencé à avoir des revenus, à me dire ah putain, je peux en vivre, ça peut être mon taf étudiant à côté de la fac, je vais partir en fac de ciné, mais il y a cette option là, quoi. Et voilà, puis après c'est la rencontre, en fait c'est que des rencontres. C'est moi j'étais à Bordeaux, il y avait Yassir de Toulouse qui venait beaucoup jouer à Bordeaux, qui voyageait, j'ai commencé à aussi voyager, puis on se croisait souvent. Donc en fait on se donnait les adresses, il me disait faut que tu ailles au West Side à Nantes, puis truc, et en fait c'est des gens que tu croises beaucoup sur ton chemin et petit à petit tu te fais des potes. Mais moi j'ai mis du temps avant de rencontrer des gens de mon âge qui faisaient ça, quoi. Au début j'étais un peu dans un format plus cabaret, plus café-théâtre, et c'est en allant dans les bars, en allant dans d'autres villes, j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient la même chose que moi et que je croisais un peu partout. Et c'est comme ça que j'ai compris, ah, ok, on peut réussir à en vivre. Attends, il y a un plateau tous les jeudis à Bordeaux, tous les mercredis à Nantes, tous les mardis à Toulouse. Mais viens, on essaie de faire les 3. Comme ça, chaque semaine, tu joues un peu plus, quoi. Il y avait ce truc-là. Et puis, comme on n'était pas beaucoup à bouger partout en France, il y avait une vraie entraide, quoi. D'aller dormir sur un canapé à Nantes et les Nantais venaient dormir sur nos canapés à Bordeaux et ainsi de suite. Donc, ouais, ça, c'est un peu ça qui m'a fait dire ok, il se passe un truc que j'aime bien et j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. La manière de le faire durer, c'est de commencer à vraiment travailler, à prendre ça au sérieux, quoi. Et après, la rencontre des gens qui en vivaient, quoi. Ouais. Comme beaucoup de Nantais ici ont vu Kevin Robin écrire dans un café tous les jours, on dit ah putain, mais alors si on veut avoir son niveau, il faut écrire tous les jours dans un café.
C'était un peu la même chose, moi, croiser des gars en disant ah mais attends, et lui il est intermittent, on peut être intermittent avec des blagues. Bah, ok, on va tester quoi. Et aujourd'hui, le stand-up à Bordeaux, c'est comment? Ça se développe. Ouais. C'est trop cool. Il y a une grosse scène à Bordeaux. On est peut-être une cinquantaine, soixantaine d'artistes à faire ça un peu sérieusement. Ça manque encore d'infrastructures, ça manque de la confiance de plein de gens, plein de théâtres, plein d'élus à la culture à Bordeaux qui ouvrent pas forcément les portes ni aux artistes locaux de manière générale, ni au stand-up. Mais ça se développe. Petit message à la mairie de Bordeaux. Et ouais, non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc. En fait, Bordeaux, c'est une ville qui est quand même assez conservatrice. Il se passe des trucs trop chouettes, mais c'est pas trop une ville où tu peux développer ton art. Jusqu'à ces dernières années, il y a plein d'artistes qui venaient de Bordeaux, les gens ne le savent pas en fait. À Bordeaux, on connaît pas les artistes de chez nous parce que les artistes, ils démarrent à Bordeaux, puis après ils vont se faire à Paris, et une fois qu'ils sont des stars, on les réinvite dans les théâtres bordelais. Alors que si tu vas à Toulouse, à Marseille, ils connaissent les artistes de chez eux, les jeunes rappeurs, les trucs. Nous, il n'y avait pas ça. Ce qui fait qu'il y a plein de Bordelais qui ne savaient pas que Nordine était de Bordeaux, qui ne savent pas que Bounaïmin est de Bordeaux, qui ne savent pas que Maxime Gasteuil a grandi près de Bordeaux. En fait, ils reviennent une fois qu'ils sont parisiens. Ouais, tu vois, c'est ça, exactement. Et du coup, on ne garde pas nos artistes, en fait. Et comme il n'y a pas d'artistes moyens, il n'y a pas d'offres, donc il n'y a pas de demande. Donc même le public ne fait pas l'effort d'aller dans des salles. Donc les gens viennent dans les open mic et après, ils vont au Féminin, le grand théâtre, quoi. Il manque... Et du coup, là, c'est trop cool parce qu'il y a plein d'artistes indépendants qui montent des projets, quoi. Là, ces dernières années, dans tous les arts du spectacle à Bordeaux, il y a eu plein de petites salles indépendantes qui se sont montées, plein de groupes, de collectifs d'artistes qui montent des projets. Et nous, on a plein de plateaux indés, quoi. Là, ce qui manque aujourd'hui, c'est des vraies infrastructures, c'est qu'on puisse avoir un comedy club, une boîte de prod, des trucs pour vivre de ça et que les gens nous prennent au sérieux. Mais ça arrive, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui font des assos, qui montent des événements. Ça, c'est trop bien. Et donc, à un moment, tu es monté à Paris avec ton pote Lucas Richard. Ouais, à la base, avec Lucas, on se rencontre à la fac. Ouais. Et ça match trop, quoi. Moi, j'ai jamais eu de meilleur ami mec avant Lucas. J'ai toujours eu des meilleurs amis meufs dans ma vie et tout. Et Lucas, mon premier gars sûr, quoi. Et donc, on est à la fac de cinéma ensemble. Lui, il suit un peu ce que je fais. Moi, je fais déjà un peu de stand-up. Et en fait, il est trop marrant. Et je lui dis, mais t'es trop marrant. Et il dit, ouais, je sais. Et je dis, bah, fais des trucs avec. Il dit, comme quoi? Je dis, bah, il dit, en vrai, ce que tu fais, ça me chaufferait bien. Je dis, bah, écoute, viens voir. Il vient voir un peu ce qu'on fait. Il dit, putain, j'aimerais bien essayer. Je dis, bah, vas-y. Et en fait, il y a ce truc un peu de confiance naturelle. En fait, on est complémentaires. On est complémentaires. Il y a un vrai truc de... moi, ça a été beaucoup de travail pour réussir à créer des blagues, etc. Et par contre, j'avais un peu le profil naturel d'entrepreneur qui fait que je montais des projets et tout. Lucas, c'est l'inverse. C'est naturellement, il est très marrant. Par contre, il s'était jamais posé la question de est-ce que c'est monnayable, est-ce qu'on peut en vivre, est-ce que je peux en faire d'autres choses que juste des blagues à mes parents, quoi. Et du coup, on s'est beaucoup complété sur ça, quoi. Je monte un projet, j'appelle Lucas et tac, ça. Et du coup, Lucas a démarré le stand-up à Bordeaux. Je suis parti sur Paris. Et l'année d'après, il m'a rejoint, quoi. Il m'a rejoint et on a fait une coloc. Voilà. Et en fait, ouais, un âme frère, quoi. Vraiment, ce truc de... on avance ensemble, quoi. C'est trop chouette. Là, on est rentré à Bordeaux ensemble. On bosse sur plein de trucs, quoi. Vous vous quittez plus. Ouais, non, vraiment, c'est... Ça ferait un très beau dessin animé Pixar, je trouve. Ouais, c'est vrai. Si vous étiez deux petits animaux. Ouais, ou genre je serais un cow-boy et lui un espèce de truc de l'espace et tout. Et... Ouais, par exemple. Par exemple. Vous irez vers l'infini et l'au-delà, je par pense. exemple. L'au-delà, c'est la mort. Hein. Ah, c'est quoi? C'est au-delà. Ah, au-delà, ok. Vers l'infini et l'au-delà. Ok, donc moi j'ai fait un peu des recherches Google sur toi quand même pour un peu Google, carrément. Ah, mais Google, ça doit être sombre parce que tu dois taper, il doit y avoir un peu tout. Alors sache que tu es le seul Kémil connu. Ouais, ça c'est ma fierté. Ça, c'est que je peux mettre n'importe quoi après Kémil sur Instagram, je suis le premier résultat, j'ai cette chance-là. Mais j'ai quand même trouvé un truc sur Google. Il y a une association, je sais pas si tu la connais. J'ai cru que c'était même toi qui l'avais créée. Ça s'appelle Kémil et ses amis. Alors il y a deux choses, il y a ça et j'ai un compte fan sur Instagram. Tout le monde croit que c'est moi qui gère ces deux choses. T'as vraiment je ne un compte gère fan ni mon compte fan, ni l'association Kémil et ses amis. En plus, donc j'étais perdu sur Google, je tombe là-dessus, je me dis mais attends, donc j'essayais de chercher ce que c'était cette association. Je n'ai pas compris à quoi elle servait. C'est de la sensibilisation et innovation sociale pour plus d'inclusion et de citoyenneté. Et après, il y a une phrase qui pourrait être la tienne. Je te promets que c'est pas moi, voyons. Kémil et ses amis aiment créer ce qui n'existe pas et compléter ce qui existe peu. Je me suis dit, bah si, c'est toi, c'est sûr. Je sais pas quoi. En fait, c'est... Ouais, non, Tu t'es fait chier à faire... Il y a une présidente, un trésorier et tout ça. Je n'ai pas créé Kémil et ses amis et je n'ai pas tué Tupac. Je vous le promets, ce n'est pas moi. C'est deux choses dont on m'accuse régulièrement. Kémil et ses amis. Ça, c'est incroyable. Je pense que c'est une asso pour... Non, ça doit être... Tu fais très bien comme si tu ne savais pas ce que c'était.
Je sais pas ce que c'est, mais faites des dons en tout cas. Faites des dons à Camille et ses amis, c'est important. Ça doit soutenir des trucs génialissimes, j'imagine. On les embrasse. Ouais, c'est déductible d'impôts surtout. Et j'ai vu aussi que tu as fait quelque chose, c'est l'Académie de l'humour. D'humour. Ouais, Ouais, c'est une genre d'école de stand-up ouais, c'est une formation au formation. métier de l'humour. À Paris. À Paris. Ok. Trop cool. Voilà, parce que faire du rire, c'est du sérieux. C'était ça qui est écrit. Parce que faire rire, c'est sérieux. Je crois que c'est ça. Parce que faire rire. Faire du rire. Faire du rire, c'est bizarre. Non, parce que faire rire, c'est sérieux. C'est du sérieux. Trop cool. Une vraie formation. En fait, des formations, il y en a plein. Mais celle-ci, c'est pas une formation qui te promet de devenir drôle. C'est plutôt, on prend des gens déjà drôles et on les aide à se professionnaliser. Je sais pas si on peut apprendre à être drôle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu es accompagné, tu vas 2 fois plus vite, quoi. Moi, ça m'a fait gagner peut-être 3-4 ans. Je suis arrivé à Paris, je connaissais personne et on me propose de faire cette formation. Je me retrouve tous les matins avec 12 personnes motivées à écrire avec moi, des intervenants qui te font des retours, ne serait-ce que le temps de faire des rencontres dans lesquelles tu as assez confiance pour te faire des retours quand tu arrives tout seul à Paris. Ça prend un temps monstre, quoi. Donc tu fais des rencontres de ouf, tu es guidé sur le jeu, sur l'écriture, sur la mise en scène. Tu sors de ta zone de confort. On a fait des cours de clown, quoi. Moi, je me suis roulé par terre en criant « Je suis malheureux !» C'était génial, quoi. Alors, Hervé Langlois, génial clown qui donnait les ateliers de clown. Il prend une serviette comme ça, il te met un nez rouge et il dit « Chante !» Tu chantes et il te fouette et il dit « Plus fort !» Et tu chantes et il fouette et il dit « Plus fort !» Et tu cries, en fait, jusqu'à... Enfin, c'est fou, quoi. C'est un truc un peu gênant, enfin, mais c'est un truc de lâcher prise, quoi. Et sur le coup, c'est des trucs où je me disais « Ah, je vais jamais y arriver !» Et aujourd'hui, je suis trop content de l'avoir fait. Je sens sur scène, quand je sors d'une scène et que j'ai atteint un niveau de balécouillisme assez fort pour avoir joué sans me poser de questions. Tu sais, des fois, tu arrives à rentrer dans cet état de flow où tu connectes et tu peux dire un peu n'importe quoi, ça rigole. Le peu de fois où ça m'arrive, quoi, quand je sors de scène, je me dis « Ah, trop bien !» Heureusement, en fait, qu'il y a ces trucs-là qui ont fait leur bout de chemin en moi. En fait, c'est plus élargir ma palette de comédiens pendant un an. Faire des rencontres de ouf. Tu sors pas de là en étant connu, ou tu sors pas de là en étant un retourneur de plateau. Par contre, si tu as une ambition, que tu sais où tu veux aller, c'est un excellent guide, quoi. Ça, c'était génial. Et en plus, voilà, bon, c'était un peu compliqué, ça a été un long chemin, mais j'ai eu la chance de me faire financer cette formation par Pôle emploi. Et quand tu as le statut de stagiaire auprès de Pôle emploi, tu es rémunéré. Donc ils m'ont payé la formation, plus ils m'ont payé. Ok. Et pour arriver à Paris, savoir que tu as une formation payée, donc tu te lèves tous les matins, tu rejoins des gens, tu rejoins des gens, toi tu es payé, et en plus derrière tu vas aller faire tes chapeaux, tes régal, trucs. Ouais. Franchement, moi c'est ça qui a fait que en sortant de la fac, j'ai pu faire du stand-up à plein temps. C'était vraiment, en fait, les étoiles se sont alignées, c'était la première année de cette formation, j'étais à ma place au bon moment. Et j'ai pas eu besoin d'aller chercher le taf alimentaire que certains ont besoin d'aller chercher. J'ai eu ce truc de j'arrive à Paris et j'ai une sécurité pendant au moins un an. C'était trop bien. Et c'était quoi ton jour préféré pendant cette formation? Parce que moi, j'ai eu accès au planning, du coup. Ouais. Le lundi, c'était de l'écriture de 10h à 13h. Le mardi, c'était du jeu de 10h à 13h. Le mercredi, c'était repos. Le jeudi, de 10h à 13h, c'était de la mise en scène. Et le vendredi, de 10h à 13h, c'était de la gestion de carrière. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est plus... Alors, le vendredi, c'est des accompagnements personnalisés ou des rencontres. C'est plutôt ça. J'adore gestion de carrière, je trouve ça formidable. Gestion de carrière, c'est un peu... J'aimerais bien qu'on gère ma carrière, quoi. Si vous voulez gérer ma carrière, envoyez-moi un message à kemilesesamis@gmail.com. Je sais pas, un cours préféré. Attends, je réfléchis si j'ai une réponse. Il y avait un truc marrant, il y avait des cours de un peu développement personnel avec une coach et tout ça, c'était un peu marrant. Parce qu'il y avait des trucs de PNL, programmation neurolinguistique, là, où tu fais des espèces de quiz. Moi, j'adore les quiz, les tests de personnalité, là, les trucs des années 2000 dans les magazines et tout. Tu coches, sauf que là, t'es pas Shakira. À la fin, on te dit t'es dépressif et tu fais waouh, mais mets ça au service de ton art. Wouh, tu vois, il y avait un truc un peu marrant là-dedans. Et j'aimais bien ça, apprendre que en fait, t'as déjà les clés en toi, qu'il faut te faire confiance. Donc il y avait des trucs moi que j'ai adoré faire, quoi. Que j'aurais pas fait de moi-même. J'aurais jamais été voir un coach de scène de moi-même. Tu sais, c'est pas stand-up. Nous, le stand-up, c'est la rue, quoi. Nous, on vient, c'est des blagues, de l'identité. Et là, on m'a emmené vers on rentre pas dans ma tête, quoi. Ma découverte intérieure, quoi, et j'ai adoré. Encore dans ma recherche Google, sur Topito, j'ai vu que tu avais eu un petit article. Ouais. En 2011, tu étais quand même dans le... Non, 2021, tu étais dans le top 11 des humoristes à suivre en 2022. Ouais. C'est pas mal. Ouais, je me suis bien suivi et
je suis dans bientôt la fame, quoi, donc ça a pas trop marché. Ah, 2022, c'était il y a pas si longtemps. C'est trop cool parce que avant ça, les gens qui parlaient de moi, c'était des médias locaux. Donc, ouais, ils parlent de toi, mais t'es le seul truc qui se passe dans la ville, quoi. Donc, en vrai, tout le monde peut avoir un article dans la Gazette de sa ville, quoi. Là, c'est cool quand il y a des gens qui aiment le stand-up et qui disent « Hey, il y a ce gars-là, on aime ce qu'il fait. » Ça m'a fait trop plaisir. Et c'est un peu ce truc-là... pour parler un peu justement de la fame, au-delà de la fame, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand des gens que j'admire reconnaissent un peu le travail, quoi. Donc recevoir des messages d'autres humoristes que j'admire, qui me disaient trop cool ce que tu fais, etc. Ou de médias qui disent nous on suit tous les gens, tu vois, Topito, je pense qu'aujourd'hui ils peuvent écrire sur n'importe quel humoriste, quoi. Le fait de savoir que le gars qui a écrit ce top, il aime bien mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Moi je suis pas trop attaché à l'idée de me dire waouh, tel média ils vont parler de moi, ça va me rendre célèbre, mais c'est plutôt ok, trop cool, c'est une personne de plus qui dit ce gars-là il fait des trucs et c'est pas trop mal. Donc et c'est une personne plus une personne qui font qu'après je pourrais faire des plus gros projets, quoi. Okay. L'idée c'est juste je sais pas si ça va changer ma vie, mais peut-être que ça changera ma vie dans quelques temps, peut-être qu'un jour je ferai un dossier de presse, que ça apparaîtra dedans et que j'obtiendrai des subventions pour faire un film, tu vois, tu sais pas, mais c'est plus à cette échelle-là moi que ça m'intéresse. C'est marrant que tu parles de film parce donc après Google, je suis allé sur YouTube. Je suis tombé sur ton compte YouTube et on sent que tu as une vraie patte. T'aimes la vidéo, t'aimes créer, comme tu disais depuis le début. Ouais. Et donc, tu as fait des contenus assez originaux qui sont pas vraiment du stand-up. Enfin, il y a un documentaire qui s'appelle Paris te le rend, qui est un docu-spectacle. Le projet de base, il naît juste de l'envie de voir si on peut encore faire réaliser des rêves sans argent, monter à Paris, comme on entend beaucoup. Donc l'idée, c'est, ok, je vais monter à Paris sans argent, sans contact, avec juste une caméra, un cahier de blagues. Je vais aller me présenter devant les comédie clubs, voir si c'est possible qu'on me laisse ma chance de réussir à jouer, de faire des rencontres et de survivre dans Paris, quoi, en tant que petit jeune de 18 ans. Donc je pars avec ma caméra, je voyage en stop, je dors chez des gens. Et en fait, le voyage me dépasse, quoi. C'est trop bien parce que rapidement, j'arrive à jouer. Rapidement, je me fais héberger par des potes, je fais des rencontres génialissimes et je suis un peu partout, quoi. Et c'est trop, trop bien. Je vis une semaine de fou. Et en fait, quand je rentre chez moi, je me rends compte que le problème, c'est que ça m'a dépassé. Et moi, je suis parti avec du matériel pas du tout adapté. Je suis parti avec une grosse caméra qui met du temps à sortir, à être installée. Alors qu'en fait, ce truc-là, j'aurais dû le filmer avec une GoPro sur mon sac, une GoPro face à moi. Et du coup, j'ai plein d'images de moi qui galère dans les rues. J'ai très peu d'images de mes rencontres marquantes. Ou alors c'est flou, ou alors c'est inutilisable. C'est pour ça que tu as fait une séquence où tu es sur scène et tu les racontes. Exactement, okay. Et du coup on se dit, je rencontre Joseph Kamel qui m'accompagne sur scène à la guitare et on se rencontre dans un camping. Trop marrant, à l'époque, lui il est régisseur son dans le camping et moi je suis animateur de soirée. Aujourd'hui je fais de la musique, je fais du stand-up, mais on se rencontre et il me dit, mais mec, cette histoire elle est trop bien, il faut que tu la racontes. Je dis, mais il me manque des plans. Il me dit, mais viens on fait un spectacle. Donc je vais à Caen, en 2 jours on écrit un spectacle. En plus c'est entre les 2 confinements, donc il y avait une semaine où on écrit un spectacle en 2 jours, on trouve une salle et on joue le spectacle. Donc en 4 jours on avait fait ça et après je me dis ok, je vais monter un truc, quoi, qui mêle mes 3 passions, le stand-up, la vidéo, le voyage, hop là, et je fais un docu-spectacle avec des parties de spectacle qui racontent et qui viennent de la voix off, des images du documentaire, quoi. Donc voilà, c'est le premier truc hybride que je crée et en fait je me dis putain, c'est ça que je veux faire. C'est prendre des trucs qui me passionnent et les croiser pour créer un nouveau truc, quoi. J'ai kiffé ce truc-là et c'est pour ça que derrière on a fait d'autres formats avec du stand-up, de la vidéo. Tu bosses avec un réalisateur, Arthur Chassagne. Ouais. C'est ça. Et du coup, là, vous avez lancé une web-série en 2023. Ouais. Pour l'instant, il y a 4 épisodes. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Ça s'appelle Mixtape. Ouais. Tu peux en parler un peu ? Ouais, Arthur, c'est même pas une histoire de réalisateur, c'est une collaboration, quoi. Vraiment, Arthur, c'est un artiste à part entière. C'est un gars que je rencontre parce qu'à l'époque, il fait les cours Florent à Bordeaux. Moi, je traîne beaucoup avec la team des cours Florent de Bordeaux. Il gère une scène ouverte où il y a une équipe d'animation, un peu comme au Field. Donc, il y a une équipe d'animation et des humoristes qui viennent faire des sketchs. On se rencontre là-bas. Et tout de suite, ça match, quoi. Il me montre un peu les trucs qu'il réalise, les petites vidéos qu'il fait. Je kiffe. Et en fait on dit viens on crée des trucs ensemble, donc plusieurs fois on se voit, on essaie de créer des trucs, plein de fois ça aboutit pas, on passe des nuits entières à tourner des images qui sortent jamais. Quand j'arrive sur Paris et que j'ai cette idée de clip de stand-up, je me dis ok, je veux bosser avec ce gars et je l'appelle et en fait il me dit je voulais te proposer un projet. Je dis moi aussi, et on parle, il me dit je suis trop chaud, viens en test. Il y a très peu de gens qui croyaient à l'idée du clip de stand-up dans mon entourage. Là, je parle en fait
c'est le premier truc qu'on a fait avec Arthur, c'est un clip de stand-up, c'est comme un clip de rap. Donc c'est des images, sauf qu'au lieu d'avoir un audio de musique, c'est un audio de stand-up. C'est Mamie Fanfan, c'est celui-là? Exactement. Ouais, ok. Donc c'est un truc sur ma grand-mère. Ouais. Et quand j'en parle à mes potes, ils me disent ouais mais ça va pas marcher, c'est un peu chelou de faire un playback sur... Et moi c'est TikTok qui me donne l'idée. Je vois qu'il y a plein de gens qui font des TikTok où ils reprennent des sketchs, quoi. Je dis mais on pourrait le faire sur notre propre sketch avec un truc plus carré et tout. Arthur c'est le gars qui y croit. En fait quand on bosse ensemble ça marche trop bien. Parce qu'on aime les mêmes trucs, mais on n'a pas les mêmes références. Donc on s'échange nos références, on bosse ensemble et ça marche trop bien, quoi. Et du coup, on fait plein de projets souvent, ensemble avec Arthur. Et là, sur mon Insta, il y a Mixtape et ce clip de stand-up qui ont vu le jour. Mais la vérité, c'est que juste quand on se voit, il y a toujours une caméra à côté et on filme des trucs, quoi. C'est ce que fait Arthur depuis toujours. Il filme des portraits de gens et on passe des nuits blanches. On se dit, ok, vas-y, viens, on prend une nuit, on achète un pack de Red Bull, on réunit 3-4 potes, on a un appart à disposition et on voit ce qu'on fait. Et c'est toujours né de ça, quoi. C'est quand je suis arrivé sur Paris, l'appart était vide. J'ai mis 2 matelas, j'ai appelé Arthur, on a passé une semaine ensemble, on a tourné des trucs. Et voilà. C'est un vrai truc. Aujourd'hui, ce qui marche sur Internet, c'est les groupes de potes. Les gens adorent ça depuis le documentaire d'Orelsan. Les gens voient que maintenant, même si c'est un gars en solo qui fait carrière, il y a toute une équipe derrière. Ils adorent suivre les groupes de potes. Et je pense que pour que ça marche, il faut que chacun ait sa vraie place au sein du projet. Et il suffit pas de dire là j'ai une idée, je vais appeler un réal, mais en fait tu le vois comme un cadreur. Il y a plein de gens qui font des projets. Je pense que ce qui marche avec Arthur ou avec Lucas, c'est qu'on arrive vraiment avec nos idées et on les met au service d'un projet commun. Et même si ça va aller sur les réseaux sociaux que d'un d'entre nous, chacun a mis sa patte et sa passion dans le truc. Et du coup, souvent, c'est ça qui rend le truc touchant, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que je m'entends bien avec Arthur. C'est que je le présente pas comme mon réalisateur, je pense comme mon ami, un des meilleurs réals de sa génération, avec qui on fait des projets. Et c'est un gars que j'admire, quoi. J'ai l'impression que dans mon entourage, j'ai cette chance-là d'avoir quasiment que des gars que j'admire. Et en septembre 2024, tu as aussi sorti 27 minutes de blagues. Ouais. Filmées dans un appartement. Exactement. Très cool aussi. Ouais, pareil, l'idée de dire on a envie de faire des trucs, on va pas attendre après les gens. J'ai des blagues que j'ai plus envie de jouer, que j'ai envie de filmer. Au lieu d'attendre d'être contacté par un média qui me propose des films. Venez, on prend un appart, une caméra, on invite des potes et on fait ça. Et c'est chez Paul et Quentin, la première qu'on l'a filmée. Donc chez Paul et Quentin, 2 frères qui font du stand-up, qui avaient un grand appart près de Bordeaux. Arthur est venu avec sa caméra, Lucas a fait la première partie. Donc c'est vraiment un truc de potes. On a mis entrée gratuite, on a mis des stories. En 3 jours, ça a rempli. Et on a joué un spectacle dans un appartement, quoi. Et on n'a pas inventé le concept, hein. Ouais. Mais c'est vraiment l'idée de dire ok, trop bien, on n'est pas obligé d'attendre qu'un théâtre nous mette une salle à disposition, d'aller louer beaucoup de matos. Nous, on a 2 caméras, donc on va faire un plan séquence. L'autre caméra, elle servira juste à faire des petits inserts, à rythmer un peu le truc. Et on y va, quoi. À ton avis, pourquoi tu fais ce métier? Tu sais, quand tu m'as dit t'as des angoisses, c'est la quête de sens que je traverse en ce moment. Désolé, je suis en train de te replonger dans tes angoisses. Du coup, non, je fais ce métier par passion. Par passion de l'argent, mais c'est une passion. Non, je rigole. non, vraiment, je pense qu'il y a 2 choses déjà dans ma famille qui ont nourri ce truc-là. C'est que je viens d'une famille où les gens sont très marrants. Mes oncles, mes cousins, mes tantes sont très très drôles. Et au repas de famille, pour être écouté, il faut raconter des bonnes histoires. Celui qu'on écoute, c'est celui qui a la meilleure anecdote, celui qui raconte bien, celui qui fait rire. Donc déjà, il y avait par instinct de survie un peu ce truc de pour exister, il faut bien raconter les histoires. Et aussi, dans ma famille, les gens qui sont admirés, c'est les gens qui ont réussi professionnellement. Beaucoup ce truc-là, quoi. Moi, je voyais que mon père existait en société parce que il était chorégraphe, on se baladait dans Bordeaux et les gens lui parlaient, quoi. Tu vois, donc il y avait ce truc un peu de. Donc je crois que naturellement, depuis petit, pour exister, j'avais besoin de raconter bien des histoires, d'être écouté, de créer des trucs et d'en faire quelque chose de professionnel, quoi. Je crois que ça, c'est le premier truc un peu interne. Je suis en train de le cerner là en ce moment. Là, c'est vraiment une thérapie. C'est devenu une thérapie. Donc je crois qu'il y a ce truc-là. Et beaucoup de chance, quoi. Le fait d'être au bon endroit au bon moment, la candeur, le fait de ne pas se poser de questions. En fait, tu sais, il y avait ce truc de... Je me suis jamais posé la question. Puisque personne m'a dit, fais pas ça, fais ça. Je suis parti, il y avait une scène ouverte, je me suis inscrit, ils m'ont dit oui, je suis arrivé, hop, j'étais à la fac de cinéma, j'avais du temps libre, on a monté un plateau, ça me permet peut-être de payer mon loyer. Derrière, il y a eu l'Académie d'humour. Et c'est là que maintenant que j'ai un peu plus de temps, que je suis arrivé à un niveau où j'en vis assez bien en étant intermittent. Donc d'une année sur l'autre,
où je commence à me dire, waouh, mais pourquoi je fais ça? Et j'ai pas la réponse. Et au-delà de ça, je suis dans un truc, vraiment là, je suis dans un truc un peu méta, de me dire, si je suis artiste et que l'art permet aux gens de mieux appréhender et apprécier leur existence, est-ce que je dois répondre aux questions existentielles qui se posent ou est-ce que je dois les divertir pour pas qu'ils se les posent? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux faire un truc full absurde où les gens au moins se posent pas de questions ou est-ce que mon rôle c'est d'arriver et de dire qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas trop pourquoi je fais ce métier. C'est une vraie bonne question. Et je sais même pas s'il faut que j'y réponde en fait. C'est peut-être trop tôt pour y répondre. Peut-être, je te repose la question dans 10 ans. Ouais. Il y aura après la fame ou ça sera encore bientôt la fame, c'est triste hein, dans 10 ans. Mais après, si on parle de manière beaucoup plus terre à terre, ce qui m'attirait dans le fait d'en faire un métier, c'était le fait d'être libre, le fait de fuir la routine et le mode de vie, le fait de pouvoir voyager, rencontrer des gens, de pas être seul. Moi, j'appréhende la routine, j'appréhende la solitude, donc j'ai besoin de fuir ce truc-là. Et j'avais vraiment besoin de dire, ok, je veux choisir un métier en fonction de mon mode de vie et pas l'inverse. Je vais d'abord me dire quelle vie je veux avoir. Ok, c'est une vie où je peux voyager, être libre, bosser, être un peu en décalé. Et après, je trouve un métier qui correspond, quoi. Est-ce que selon toi, il y a déjà eu un tournant important dans ta carrière? Est-ce qu'il y a eu un truc qui s'est passé, que t'as senti un avant-après? Alors, je viens d'apprendre que j'avais une carrière, ça me flatte un peu. Après, il y a carrière et carrière. Ouais. Non, il y a... Si je devais résumer, c'est d'abord des rencontres, mais c'est vraiment ça, quoi. J'ai l'impression qu'une carrière artistique, c'est que des rencontres, quoi. Donc, non, il y a plein de rencontres où je me dis, ouais, là, il y a un avant, mais tous les jours. Il y a 2 jours, dans les loges du micro, j'ai une discussion avec Kevin Robin sur la randonnée, et je me dis, c'est ça que je veux faire, quoi. Moi, je fais partie des gars qui, tous les 3 jours, veulent changer de vie. Ok. Donc, ça veut dire que, ouais, non, tous les 3-4 jours, je rencontre quelqu'un, et je me dis, ok, il est trop inspirant, je veux faire ça. Donc, non, il y a des grosses rencontres, que ce soit... Lucas, c'est une grosse rencontre. Arthur Chassagne, c'est une grosse rencontre. Le docu-spectacle, quand ça sort, c'est une grosse rencontre parce que déjà, il y a des rencontres en amont, il y a Cannes, il y a tout ça, et des gens que j'admire et qui m'ont fait bosser par la suite, et je suis hyper reconnaissant. Mais au-delà de ça, il y a ce côté où, première fois que je sors un truc et que des gens que je ne connais pas m'envoient des messages. Ça, c'était fou. C'est la première fois que je poste un truc sur Internet et que c'est pas juste mes potes qui font trop lourd, et c'est des gens qui m'ont ok, ça m'a inspiré pour telle raison, ça m'a touché pour telle raison, et où tu te dis ok, c'est trop bien là, je comprends pourquoi Diams elle a tout arrêté, elle s'est convertie à l'islam, quoi. C'est ça que je vais faire, c'est ça que je sais te dire. Il y a un vrai truc de je suis pas préparé à ça, quoi. Ok. Je pense que ça c'est des tournants qui me font mais une carrière c'est que des tournants, sinon c'est triste. Si tu fais la même chose en boucle, tu deviens une parodie de toi-même. C'est vrai que j'écoute beaucoup Orelsan. Mais tout ce qu'on cherche, c'est d'être à la maison, non? Ouais, je crois, dans le fond. Et des trucs problématiques sur les meufs. Ok, non, pas cette partie de carrière, on espère. J'ai vu sur Billet Réduc que tu as déjà fait un spectacle d'1 heure, un solo. Ouais. Ouais, tu le fais plus? Je l'ai fait pendant un temps, je suis trop content. J'étais à Paris. Au bout de 3 jours, tu t'es dit, attends, faut que je change. Ouais, exactement. J'ai fait une rencontre et je me suis dit, non, je suis trop content d'avoir fait ça. J'ai joué mon spectacle à Paris, à la Petite Loge, pendant 2 trimestres. C'était super, c'était une trop bonne expérience. C'était une autre manière de faire ce métier aussi encore. Je l'ai joué à Bordeaux à raison de tous les 2-3 mois dans une salle de plus en plus grande. Donc j'ai testé un peu les 2 trucs. D'un côté, faire une résidence dans un tout petit théâtre. De l'autre, jouer moins souvent mais faire des salles de plus en plus grandes. C'était trop bien. Parce que Paris et parce que chez moi. Dès que j'ai commencé à jouer ailleurs, en dehors, dans d'autres villes, là où les gens t'attendent pas, là où les gens ils s'en foutent de quitter d'où tu viens et qu'ils veulent juste rire, quoi. Ils ont payé leur place, ils veulent rire. Je me suis rendu compte que c'est un peu tôt pour moi, dans mon parcours, dans ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'adore jouer des longs formats. Et c'était un peu ça qui m'a tiraillé pendant un temps. C'est pour ça que j'ai balancé une demi-heure sur YouTube pour me dire il me reste une autre demi-heure que je peux jouer. Et là, je suis dans faire des longs formats, mais qui ne soient pas des spectacles. J'ai envie de jouer 50 minutes, d'inviter les gens dans un théâtre. Je joue 50 minutes, mais c'est pas un spectacle avec une affiche, une tournée, de la promo. Tu vois, moi, je m'inspire beaucoup de la musique. Ma première inspiration, c'est le rap et la musique en général. Et dans le rap ou dans la musique, tu peux faire des EP. Tu peux être un mec qui balance pendant 10 ans que des EP. C'est la même chose qu'un album, juste tu te dis « Ah non, c'est un EP ». Si vous aimez pas, c'est pas l'album, tu vois. Et c'est ce truc de je fais pas de tournée, je fais pas de promo. Un EP, tu le balances comme ça et les gens écoutent. Mais il n'y a pas la tournée, les concerts, l'affiche, le truc. Et donc,
voilà, et au bout d'un moment, quand tu te sens prêt, tu dis là, je fais mon album. Ça, je vais le défendre pendant 3-4 ans, tournée, festival, concert, promo. Et j'ai envie de faire un peu ça. De me dire, là, je peux balancer des trucs une demi-heure, 45 minutes, 50 minutes sur Internet ou dans les théâtres. Et les gens, ils viennent, on kiffe ensemble, mais c'est du stand-up. C'est un moment concret. Et quand je me sentirai prêt, dire, OK, là, c'est le spectacle que je me sens prêt à défendre pendant 3, 4, 5 ans. Avec la capta à la fin, du merchandising, des gens qui courent après mon tourbus et tout. De jouer des longs formats, j'adore ça. J'adore passer entre une demi-heure et 1 heure avec un public. Bah, les gens adorent aussi sur Billets Réduc, c'est à 99% de bravo, et 1% de bien, et 0% de moyen et 0% de déçu. On va le retrouver, celui qui a mis bien. Je pense que c'est quelqu'un de très dur avec ses enfants. Parce que le mot est très gentil, très bien. Il a pas dit à un moment c'était un peu moins bien. Non, c'est juste que pour lui, ça méritait bien. Les vraies critiques, tu les vois quand tu vas jouer devant un public qui t'attend pas. Là, les gens qui venaient me voir à la Petite Loge à Paris ou à Bordeaux, c'est des gens qui sont abonnés sur Instagram, qui aiment déjà ce que je fais, c'était trop bien. Et ils viennent, ils sont trop cool, ils sont trop contents de voir une proposition de ce que je peux faire sur scène en dehors des réseaux. Et on connecte, et même en général, on allait boire des verres après, quoi. Donc ça, c'était trop bien. Mais du coup, les vrais avis, tu les vois quand tu vas jouer en campagne, que les gens, ils savent pas ce qu'ils viennent voir. Et là, ils te font un retour, ils sont sans pitié, les gens. Hein. Ouais. Donc c'est trop cool, les gens qui ont mis des bons avis, mais c'était un public déjà conquis. On était 25 dans une petite salle. On a bu des coups après, j'ai payé ma tournée. C'est normal qu'ils mettent un bon avis, quoi. C'est la moindre des choses. Ok. Avant de passer aux questions sur la fame, du coup, les fans de l'émission ainsi que tes fans m'ont envoyé quelques questions. C'est pas toi du tout qui les a écrits. J'espère que c'est en audio, par exemple. Là, on va entendre les fans en personne. Oui, voilà. Moi, je ferai ça en IA. Est-ce que tu as un talent caché? Le diabolo, la jonglerie de manière générale, c'est un peu triste. J'aime pas se rire, mais La tectonique aussi, non? mais en fait, c'est pas un talent caché, c'est un talent que je montre beaucoup. C'est les gens qui veulent qu'il soit caché, quoi. Les gens me disent cache ça. Mais c'est pas un talent caché. La tectonique, je le montre au monde entier. Tous les jours, je fais des stories. Ouais, talent caché, je crois que c'est la jonglerie de manière générale. J'aime bien ça. Ok. J'ai pas encore trouvé un moyen de l'intégrer dans mes vidéos, mais j'y réfléchis. Avec des caméras qui tournent et du coup tu fais des blagues en même temps. Un truc 360. Ça peut être fou. Ah waouh, jongler avec des caméras 360. Ça peut être une bête d'idée. Écoute, si jamais tu le fais, c'était ici. C'était ici que l'idée est arrivée. Ton plus gros défaut et ta plus grande qualité? Je parle trop. Ça me crée des angoisses. Je vais avoir une psy à cause de ça. Je parle trop, vraiment, j'arrive pas à m'arrêter. T'as vu c'est pour ça que je déteste faire des podcasts. Je te fais trop confiance parce qu'il y a que des copains qui sont venus là et je te fais confiance. En général, je fais un podcast, je sors et je me dis plus jamais je fais de podcast. J'ai raconté n'importe quoi. J'ai enfin dit que c'était moi qui ai mis les Sésame. Enfin, tu vois, je regrette tout de suite tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, mais non, j'arrive pas. Je crois que j'ai la maladie de logorée, quoi. Genre ce truc des gens qui arrivent pas à s'arrêter de parler. Ok. Et ta plus grande qualité? Je peux parler pendant 1 heure devant un public et faire croire que c'est un métier et les gens ils payent et ils mettent 5 étoiles Billets Réduc, donc voilà. Ok. Tu aimes beaucoup Diams, hein, tu l'as dit. Ouais. Tu préfères le rap à l'ancienne ou les chips à l'ancienne? Le rap à l'ancienne. Direct. Ouais, direct. Tant pis les chips, quoi. Les chips, elles ont pas fait la boulette, quoi. Y a pas de. Mais t'écoutes quand même du rap aujourd'hui ou t'écoutes que du vieux rap? Non, j'écoute du rap. J'écoute tout ce qui se fait en rap. Pendant un temps, j'étais un puriste. Hein. Ouais. J'avais 13 ans et je disais non, mais le rap à l'ancienne, c'est ce qu'il y a de vrai. Maintenant, c'est n'importe quoi. Et puis après, j'ai grandi, je me suis rendu compte, non, en fait, il y a plein de propositions différentes, c'est trop bien, faut tout écouter. Mais à 13 ans, j'allais voir les gens dans la cour et je disais, mais ce que vous écoutez, c'est nul. Sniper Forever. J'étais un malade. Isabelle nous demande. Elle veut faire tourner la Skyroulette. Vas-y, Isabelle. Pour combien accepterais-tu d'être loué à la journée? Ah, c'est une bonne question. Ça dépend par qui, hein. Ouais. Je pense qu'il faut faire un devis en fonction du client, quoi. Ouais. Il y a des gens, s'ils veulent... Je suis à vous, en vrai. 40 balles, je suis à vous. Ça dépend quel niveau de vie vous avez. Montrez votre fiche d'impôt, je vous dis si j'ai envie de passer une journée avec vous, en vrai. T'arrives en Audi, je monte tout de suite, quoi. C'est vraiment strict. Moi, je suis facilement achetable, hein. On peut me corrompre. Hein. Ok. C'est qui la personne qui te fait le plus rire? Waouh, bonne question. En fait, je m'entoure que de gens marrants. Il n'y a pas une journée où je rigole pas, quoi. Là, je suis à Nantes, ma journée, elle est timée, donc je vais capter tous les copains de Nantes qui me font rire dans la vraie vie. Donc, je traîne qu'avec des gens marrants. Là, comme ça, je dirais Lucas, Fad, Anna et Mathilde. C'est des amis qui font même pas de stand-up. Hein. Là, c'est privé, je cite des noms. C'est Casse Dédi. Matati, Christelle. Enfin, voilà, vraiment, j'adore quand on gaulerie de fou, quoi. Non, j'ai une famille, on rigole de malade, quoi. Okay. J'ai cette chance. Depuis tout petit, mes cousins, tous mes cousins, sans exception, on se voit rarement. Quand on se voit, mais du début à la fin, c'est des fous rires et les mêmes blagues en boucle. Hein. On se raconte les mêmes. Pardon, là, c'est les questions rapides. En plus, je suis trop nul, je parle trop. Non, c'est très Vas-y, bien. on enchaîne. C'était laquelle ta meilleure première fois? C'était au stand-up ou avec
un ou une partenaire. Ah, c'est que ces 2 options ou je peux dire une première fois d'autres choses? Vas-y, si c'était la meilleure expérience de ta vie, en première fois. La première fois que j'ai touché la CAF, c'était monstrueux. Non, le crous, les bourses, le rappel des bourses. Moi, je fais un dossier, il est en retard, ça met des mois et tout. D'un coup, genre, mais je crois pendant des mois, je suis en galère. D'un coup, 2000 balles. Mais j'étais fou. 2000 balles, je me souviens, j'ai payé un resto à tous mes potes et tout. Dans ma tête, j'étais le roi du monde. Le crous, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais, la première fois où j'ai touché le crous, je m'en rappelle, j'avais une carte, je pouvais pas payer, je pouvais que retirer avec. Ouais. Et du coup, même si j'avais touché 2000 balles, je pouvais retirer que... bref, c'était génial. Inscrivez-vous à la fac juste pour ça. Après, vous abandonnez, vous arrêtez les études et tout. Mais ce bonheur, c'était génial. Et tu préfères, on va rester dans la philo. Tu préfères rire ou faire rire? Je préfère rire. Ouais. Ah ouais, rire. Ouais. Tous les jours. Et je pense que c'est la place que j'ai dans mon groupe de potes. Hein. Je suis plus le gars qui rit que le gars qui fait rire. Hein. Ok. Ah ouais, j'adore rire. J'adore rire. Moi, j'aime pas trop. Moi. c'est de plus en plus vite ce que je dis. Putain. Tu préfères remplacer... Mais c'est vraiment un philosophe qui nous a envoyé ça. Tu préfères remplacer ou réparer? Philosophiquement, j'aimerais dire réparer. J'aimerais dire qu'on entretient les choses et tout. Je suis pas un gars de ça, moi. Ouais, je suis un gars de... Ça me saoule rapidement, les trucs. C'est cassé, c'est pas grave, on rachète. Mais dans les relations aussi, du coup? Fallait dire que c'était dans les relations, là, c'est horrible. Sinon, je suis un gars horrible. C'est terrible. Non, toi, je t'aime plus. Là. Non, dans les relations, je sais pas. Non. Je crois que j'ai du mal à réparer, mais j'ai aussi du mal à remplacer, quoi. Genre, c'est tant pis. On fera sans, quoi. Je suis un peu là-dedans. Ah, c'est triste, mais c'est deep. Hein. Ah, j'aime bien. Et j'enchaîne avec une excellente question d'un ami. Celle-ci, c'est vraiment pour le coup pas de moi. On va voir que je l'assume pas. Est-ce que tu préfères manger un caca au goût de cookie ou un cookie au goût de caca? C'est vraiment quelqu'un que je connais? Ah non. Ah putain, j'aurais adoré parce qu'on aurait pu trouver qui c'est. Ah oui. Parce que j'ai passé 3 jours avec Raph, c'était que des tu préfères comme ça, quoi. C'était. Moi, quand on me l'a dit, j'ai dit un caca au goût de cookie. Mais après, on m'a vraiment dit non, mais c'est un vrai caca, quoi. C'est qui vient de sortir de quelqu'un. Mais ça dépend. Moi, je suis assez contre le fric, ça dépend de la personne, quoi. Ça dépend de le caca de qui, quoi. C'est un truc de. Il y a des cacas qui peuvent plus te dégoûter que d'autres. Faut pas que ce soit le caca de quelqu'un que je connaisse, pas le caca d'un humoriste. Je connais leur hygiène de vie, je veux pas le caca d'un humoriste, quoi. Mais si tu me dis, ouais, c'est une petite vieille qui fait ça dans les montagnes, petit producteur local, truc, elle se nourrit que au truc bio et tout. Caca avec des petites herbes dedans, quoi. Au goût de cookie, hein, toujours, hein, attention, hein, on n'est pas en train de dire. Non, cookie ou caca. Cookie ou caca. Cookie ou caca. En fait, on sait pas ce que c'est le goût caca. Bah, j'espère. Dire l'inverse, ça sous-entendrait que je sais ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord. Et ce n'est pas moi, Kémil et ses amis. Pourtant, tout porte à le croire. Hein. Depuis tout à l'heure, tu fais que de dire les gens adorent les groupes de potes. Ouais, j'adore aussi avoir des amis. Vraiment, c'est lui. Ah non, mais c'est trop marrant. Okay. Et ce serait vraiment le mec le plus nul en imposture. Quoi. Oui, genre, ils sauront jamais que c'est moi. Regardez, c'est avec un accent grave, ce Kémil. Et moi, c'est un accent aigu. Ça n'a rien à voir. Ok, bon, merci à tous d'avoir envoyé vos questions. J'ai des très mauvais fans, quoi. Vous me décevez, mes fans qui ont envoyé ces questions-là. Maintenant, on va parler de Fame. On fait le portrait de toi aujourd'hui. Photo, clac, on est en janvier 2025. Ouais. Tu as un peu plus de 15 000 abonnés sur Instagram. J'en perds chaque jour. Oh. Sache-le, j'en avais 16 000 depuis que j'ai repris la vidéo. Chaque jour, j'en perds. C'est pas vrai. Ah, je te jure. Tu perds des abonnés. Ouais, là, en 2025, 13 000, hein, je pense. Hein, on est, non, mais je fais des blagues en ce moment en story, mais sur le fait que, ah ouais, non, moi, je suis addict au buzz. Si le buzz était un crime, passez-moi les menottes, mais personne ne veut de moi, quoi. Non, c'est marrant, là, j'ai repris vraiment les vidéos de manière régulière. Mais après, je pense que ça fait un tri. J'ai eu des petites vidéos qui ont un peu buzzé, un peu nulles malgré moi, même des trucs qui m'ont rapporté des abonnés qui sont pas du tout intéressés par le stand-up. Et là, comme je pose du stand-up de manière régulière, je pense aussi que... Ah oui, c'est des gens, ça arrive dans leur feed, ils se désabonnent, ou juste le fait aussi qu'ils soient peut-être pas mis en avant par l'algorithme, quoi. Je pense que ouais, ça fait un truc... Ok. C'est pas grave. Non. Ça me touche pas. Tu penses qu'il y a la proportion de gens morts, et c'est là combien? De gens morts? Ouais, parce que forcément, il y a des gens qui ont dû s'abonner sur 15 000, c'est beaucoup. Il y en a sûrement qui sont morts. Ah ouais, putain. J'ai beaucoup de 18-25 ou de 25-30, donc j'espère qu'il y en a très peu. Après, si tu te dis que j'ai 15 000 abonnés, je fais des vidéos à 200 likes, si le reste, ils sont morts, ça fait beaucoup quand même, quoi. Et pour mon ego, j'aimerais me dire, ils sont morts, c'est pour ça qu'ils likent pas. Mais je leur souhaite pas quand même. J'espère qu'ils likent pas parce qu'ils aiment pas. En vrai, c'est pas grave, ça me blesse pas. Destination finale, quand tu t'abonnes à Kémil, tu sais jamais si tu vas mourir, quoi. Ah ouais, non, c'est... Donc, tu as environ 15 000 abonnés. On verra si ça monte ou pas. Ouais. Tu as fait un spectacle d'1 heure, tu as fait un documentaire autoproduit et quelques vidéos sur YouTube. Voilà, là, vous avez les bases. Si vous voyez cette vidéo et que tu as explosé, les gens savent qu'aujourd'hui,
Ça va, c'est cool. Ok. Ok, t'es accessible. T'acceptes de venir à Bientôt la Fame. Voilà. C'est juste pour remettre un. C'est pas du tout pour me rappeler que je suis une merde, c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais je vais encore insister un peu. Donc t'es pas connu du tout. Tout ce temps passé pour ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment. Est-ce que tu peux me donner ta définition de la fame? Pour moi, j'ai l'impression que ça se mesure vachement à quand tu sors dans la rue, à quel point on te reconnaît, quoi. J'ai l'impression que c'est ça le premier indicateur des gens connus. Et après, il y a tout le reste, quoi. Il y a les marques qui t'envoient des trucs, tu payes plus les restos, tu fais plus de 70 secondes dans les émissions de Kian Kojandi. Donc j'ai l'impression que toi, t'as très bien cerné ce que c'est, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 niveaux de fame. Il y a celui où les gens te connaissent pour ce que tu fais et les gens qu'on connaît au-delà de ce qu'ils font. Je pense qu'un Jamel, il sort, il y a des gens qui n'ont pas vu ses films, pas vu ses sketchs. C'est Jamel. Les gars qui ont fait de la télé pendant une époque, les gars qui. Ça, c'est un niveau de fame, je pense, qui dépasse même ce qu'on connaît, nous, dans le stand-up, quoi. Ouais, comme, ça, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Exactement. Ouais. Je pense que. Okay. Après, je pense pas que les gens le reconnaissent beaucoup dans la rue, lui. Bah, il est bon, je pense. Il se cache. Combien d'abonnés sur Instagram, Xavier Dupont de Ligonnès? Combien de morts? Mais ouais, non, il y a 2 niveaux de fame, quoi. J'ai l'impression vraiment. Tu le vois, hein, t'as ceux qui se font reconnaître, mais ça reste des gens cool, et t'as ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux, quoi. Toi, tu peux encore sortir de chez toi? Grave, hein. On te reconnaît un peu quand même ou pas? Trop limitant. Des fois, je traîne trop tard, il se passe rien, je suis dehors, j'aimerais bien qu'on me reconnaisse, je rentre chez moi un peu là. Ça arrive un peu ou pas déjà? Ouais, un petit peu, dans les villes où il y a du stand-up surtout. Parfois quand je viens à Nantes ou à Bordeaux, beaucoup. Mais c'est trop le niveau cool, quoi. C'est le niveau que j'adore. C'est des gars qui me reconnaissent et on parle, quoi. Ça, c'est génial. C'est le truc de. Les gens me disent, ah, mais je t'ai vu, ou je te suis. Je t'ai vu en première partie de Kian Kojandi et je te suis depuis. Beaucoup ça à Bordeaux. Les gens qui m'ont vu première partie de Kian Kojandi, je te suis depuis, c'est trop bien ce que tu fais. Je dis, ok, trop cool. Et moi, je suis pas trop à l'aise pour parler de moi avec des gens, donc je retourne les questions. Je dis, mais tu viens voir du stand-up de temps en temps? Mais viens à l'Engrenage, il y a des comédie clubs tous les jours. Tac, viens, on va faire des blagues. Et on discute vraiment. Ça, c'est trop, trop cool. Et je pense que ça, c'est le niveau que j'aime bien. Ouais. Je pense que plus, ça peut m'angoisser. Les gars qui font photo, et tu parles pas, le gars il vient, il te prend en photo. Ils s'en vont. Ah ouais, c'est terrible ça. Ouais. Ça fait partie du jeu, hein, mais oui. c'est terrible. C'est pas ce qui te fait vibrer, quoi. Pas du tout. Ça m'angoisse même. Bon, une nouvelle angoisse. Ouais, non, mais j'ai un truc un peu. Les gens qui. Je pense que ça le fait à tout le monde, mais les gens qui te connaissent, toi tu les connais pas. C'est un truc un peu. Moi, après, quand je sors de scène, je me livre beaucoup, quoi, sur scène. Si c'est pas le spectacle et que vraiment j'en suis venu pour ça, si c'est un comédie club, je me mets dans les loges et je reste pas trop à la sortie. Les gens, ils aiment trop venir te parler, te faire des retours, c'est trop cool, ça part toujours d'une bonne intention, mais je sais pas, je suis pas fort pour ça, quoi, pour répondre, je suis pas cool dans la vraie vie, je suis moyen, je le disais depuis le début, donc voilà, quoi. Et en fait, c'est décevant dans les deux sens, hein. Quand les gens te reconnaissent, c'est un peu chelou, mais quand tu rencontres une star que t'adores, c'est toujours un peu décevant parce que toi, tu la connais par cœur, elle te connaît pas, hein. Elle, t'es juste un mec qui dit elle fait ouais, ok, merci. Et tu connectes pas avec les gens, quoi. C'est pour ça que c'est un peu. Moi, la fame, c'est pas trop un truc qui me parle, quoi. La fame m'intéresse dans le sens où j'ai l'impression qu'elle rime avec un semblant de liberté, de se dire ok, il y a un public qui me suit, donc il y a une demande, donc je peux encore faire des offres pendant un temps. Si j'ai envie d'aller faire un film, je peux faire un film. Si j'ai envie de proposer mon spectacle, voilà, et je dépends pas des autres gens, je dépends pas des médias. Moi, c'est plutôt ça. Le fait aujourd'hui de me dire si j'ai une grosse audience, je suis plus obligé d'aller faire de la promo en télé, je suis plus obligé d'attendre après des producteurs. Je peux créer mes trucs à plus haute échelle sur plus longtemps. Ça m'intéresse, avoir un public, être reconnu, être connu au sens de la fame pour la fame, ça m'angoisse, ça me terrifie même. Ok. Ah ouais. T'es fan, toi, un peu dans la vie? T'es fan de gens? Ouais, en fait, je suis fan beaucoup. Alors, je suis très peu fan des gens en tant que tels. J'idolâtre pas trop les gens. Par contre, je suis fan du travail de gens ou de ce qu'ils représentent au sein d'une culture, au sein d'une société. Ça, il y a vraiment un truc de fan du travail, quoi. Fan des gens un peu moins, quoi. C'est ce que je te disais, les gens, tu les rencontres, c'est des humains souvent décevants. C'est qu'une question de temps avant qu'ils aient un MeToo. Donc, en vrai, de vrai c'est clair, on s'attache plus maintenant. Tu vois, le travail bouge moins, quoi. Le travail est moins décevant si tu l'as aimé une fois en général. Mais ouais, non, je suis un gars, j'aime beaucoup admirer le travail des autres, quoi. Les coups de tête en finale de Coupe du Monde. Ouais, tu veux parler de Zidane? J'ai vu que tu avais mis le. Bah, non, Zidane, trop fort. Zidane. Mais Zidane, pour le coup, c'est. Tu vois, à la fois, il incarne le gars humble, le gendre idéal. À la fois, c'est un niveau de fame, je pense, qu'on ne peut pas imaginer. Zidane, combien de gens n'ont jamais regardé un match de foot connaissent Zidane, quoi? Ou enfin, des gens qui sont nés après qu'il a arrêté sa carrière le connaissent. C'est un truc de. Je pense que Zidane,
je pense que 100% des gens lui parlent dans la rue. Personne lui dit un truc intéressant à Zidane. Je pense que vraiment tout le monde est là, Zidane, tu vois, il y a un truc un peu, ça c'est terrifiant quoi. Je pense que Zidane il peut pas faire mais tu viens voir du stand-up de temps en temps, viens à l'engrenage. Je pense que Zidane il n'y a pas ce dialogue là quoi. Le football. Ouais. On va voir des matchs de foot. Mais il représente un truc trop fort quoi. En France on peut critiquer le président, on peut pas critiquer Zidane quoi. C'est un indicateur quand même sur ce qu'il représente dans la société. Je trouve ça fou quoi. Zidane il a fait de la violence physique devant des millions de personnes et tout le monde est là, Zizou, tu vois, genre en vrai on lui en veut pas, ça l'a même sacralisé. Si tu croises par exemple Zidane dans la rue, t'oses pas lui parler ou tu vas faire balbutier devant lui. C'est là, quel fan tu es, tu vois. Est-ce que tu fais genre, ok, j'ai vu Zidane, Moi, bon. En fait, j'adore voir des stars par contre. C'est un truc que j'ai quand je vais à des concerts et tout, je regarde là où il y a les invités et tout, j'adore. Mais juste voir, je suis pas un gars qui va parler, qui va faire des photos. Juste, j'aime trop repérer les stars, quoi. Dire, récemment, j'ai été invité, parce que j'ai un pote qui fait des frères parties, j'ai été invité au concert de Patrick Bruel. Okay. Donc, dans les loges d'invités, là. Ouais. Que des restas, quoi. Mais moi, savoir que il y a tel mec qui fait de la politique qui était au concert de Patrick Bruel, ça me réjouit, j'adore, je rentre, vous savez pas qui j'ai vu, il y avait un tel. C'est un truc, donc je crois que si je vois Zidane, il y a moyen que je fasse une photo, parce que je vais l'envoyer je vais l'envoyer à ma famille, ils vont être trop contents, je vais l'envoyer à mes potes. Non, Zidane, c'est un level supérieur. Ouais. Le Zidane, c'est vraiment le level où... mais je pense que je le fais même pas pour moi, je le fais pour... Pour lui. pour qu'il ait une photo. Je suis humaniste, voilà. Je te donne la photo, Zidane. Non, je le fais pour mes potes, quoi. Je pense que je le fais parce que si j'ai un pote, j'ai vu Zidane, j'ai pas fait une photo, ils vont être tristes, quoi. Ouais, ok. Ils y croiraient même pas. Ouais. Toujours. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou pas? Beaucoup trop. Ouais. Addiction, beaucoup trop. J'avais supprimé là pendant 6 mois tous les réseaux et là je m'y suis remis. Et c'est pire. Infernal. Tu rattrapes du coup. Ah ouais, non, mais c'est. Sans m'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire qu'on se parle et je sors mon téléphone et. Ah ouais. Ouais, trop. Ouais. Et tu te fais avoir par les TikTok plutôt du coup ou... Partout. Les stories, en fait, moi, le concept, les pastilles rouges de notification, ça m'a, quoi. Des trucs nuls. Je regarde les stories, le fait de vouloir enlever le contour rouge, là. Je regarde tout et n'importe quoi, mais des trucs. Alors que vraiment, j'ai du mal. Je suis incapable de me poser devant un truc d'1 heure en me disant, là, je vais passer 1 heure à regarder bientôt la Fame, et après, je vais faire autre chose. Parce que je me dis, non, mais j'ai trop de trucs à faire. Par contre, je fais, allez, un TikTok, puis un TikTok. Puis au final, je fais 4 heures, c'est encore pire. Mais j'ai l'impression de me dire que je peux m'arrêter quand je veux. Ouais. Alors que là, s'il y a 1 heure où je sais que je vais pas m'arrêter, ça me... Ah non, en fait, le concept de système de récompense là, un peu rapide des réseaux sociaux, c'est terrible, quoi. Des fois, je scrolle, je sais même pas ce que je regarde, quoi. Ouais, je suis bousillé. Je suis bousillé. Ok. Est-ce que tu as déjà des fans et des haters? Non. Non, tu peux pas avoir de haters, t'es trop gentil sur scène. Non, j'ai eu des commentaires méchants. Ouais. En général, je clique, je vois le profil du gars, c'est un gamin de 5e qui a une photo sur un quad, je me dis ok, si ça me blesse, on va aller nulle part dans la vie, quoi. Donc j'ai jamais eu de haters, genre de mecs qui propagent la haine longtemps. Des trucs homophobes, beaucoup. Je suis pas gay, mais beaucoup de gens pensent que je suis gay, m'envoient des messages homophobes, c'est fou. En général, je bloque, quoi, c'est fini. Pas de haters au sens... pas de trucs qui m'ont vraiment blessé. Pas de vrais retours négatifs construits sur j'aime pas ce que tu fais pour telle raison et tout. Des trucs nuls avec 2 LE. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et des fans non plus, quoi. Des gens qui aiment bien ce que je fais, je leur en suis très reconnaissant, ils viennent au spectacle. Des gens que je vois régulièrement dans les comédie clubs qui reviennent et tout. Trop cool. C'est pas des fans, c'est des gens qui aiment bien ce que je fais, qui aiment bien le stand-up. Oui, ils viennent pas avec des t-shirts Kémil. Ouais, non. Après, je les ai pas mis en vente aussi, donc. Et t'as quand même un compte fan, donc t'as forcément. Ah si, j'ai ce gars-là, mais qui a arrêté, qui a posté 2 photos et j'ai un seul fan et il est très mauvais. Malheureusement, je l'adore, big up à toi, mais genre il ne poste plus. Ah bah peut-être qu'il fait partie du pourcentage des morts. Ou peut-être que c'était moi. Ok, est-ce que tu peux faire ta promo le mieux que tu peux là? Et juste après, t'enchaîneras avec la promo le moins bien. Ma promo le mieux que je peux? Ouais, genre que ça donne vraiment envie aux gens. Ok. Eh ben, regardez ce que je fais, c'est des trucs dans l'air du temps, des mecs cool, un groupe de potes qui se cassent pas la tête, qui fait des trucs en s'en foutant de la fame et de l'oseille et qui crée du contenu gratuit. On adore la gratuité. Plein de trucs gratuits sur Internet, on adore Internet aussi, j'imagine, si vous êtes là. Oh non, c'était la pire. Là. Celle-là, c'était la pire, on va dire. J'ai fait les 2 questions en une. Oh, le ringard. Et de la pire manière? Non, mais je crois que ça y est. Ouais, je crois que Putain, c'est ça mon souci. Et c'est pour ça que je te dis, je vais partir du podcast, je vais marcher, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. C'est qui la personne qui t'inspire le plus? Plein de gens pour plein de raisons différentes, quoi. Dans les textes et dans les thèmes que j'aborde, je dirais le rap, de manière générale.
je crois que ce dont je parle, ça se rapproche un peu de ce que fait Orelsan, quoi. Parler de un peu le gars qui est pas le plus in du monde, mais qui devient un peu cool malgré lui parce qu'il crée des trucs avec ses potes. Donc je crois que ça me parle beaucoup quand j'écris. En tout cas, j'ai l'impression souvent j'essaie de retrouver un peu cette vibe là, cette candeur qui est cool dans les gens qui m'inspirent de manière générale. Plein de gens, tous les gens qui ont inventé un truc. Donc le mec qui a inventé la guillotine, par exemple. Ouais. Grosse inspi. Greg Guillotin, c'est ça, je crois. Grand fan de Greg Guillotin. En plus, il faisait ça en caméra cachée. Ah ouais, non, Mettez votre tête là. en un des deux ouf, quoi. Non, mais ouais, même des rappeurs que j'ai pas trop écoutés, mais genre des gars, je sais pas, PNL, ils arrivent dans le rap, ils font un truc, ils sont ultra critiqués, c'est novateur de fou. Jul, il a inventé un style, tu vois. Et c'est des gars en plus qui ont continué leur délire jusqu'à ce que tout le monde retourne sa veste et fasse, mais non, c'est trop bien. Donc ces gars-là, énorme respect, quoi. J'aurais pas eu la force, j'aurais pas eu les épaules d'aller contre la vie globale, contre le regard des gens. Donc comme les gens qui créent quelque chose et qui croient en eux, quoi, en plus. Ouais, je crois que c'est ça me touche un peu, ce truc-là. Des gens qui arrivent à s'en foutre du regard des gens et tout, jusqu'à un certain point, quoi. Toi, tu penses beaucoup au regard des gens quand tu es sur scène ? Pas quand je suis sur scène. Quand je suis sur scène, j'arrive un peu à m'en foutre parce qu'aussi, il y a plein de scènes maintenant. Donc si je suis nul sur une scène, celle de demain, elle sera mieux. Par contre, quand je te disais tout à l'heure, je sais toujours pas pourquoi je fais ce métier, je crois qu'il y a encore une part de chercher quelque chose quand même chez les gens. Je sais pas si c'est de la reconnaissance, si c'est de l'amour, j'en sais rien. Mais je crois que, ouais, pourquoi est-ce que quand je fais une vidéo, pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'elle soit soumise au regard d'autant de monde ? J'ai pas la réponse, quoi. Donc ouais, il y a quand même un truc dont j'arrive pas à me détacher, quoi. Je pense, et surtout, j'ai la chance de pas recevoir de haine. Je pense que si tous les jours je recevais la haine qu'a reçue Jul pendant un moment, avec un consensus général, quoi. Jul, c'était une blague populaire. Tout le monde disait ça c'est mieux que Jul et tout, et il a continué son délire, c'est trop fort, quoi. Je pense que ça, j'aurais pas la force. Ouais. Un truc où toute ta ville entière, tu sors et tu dis c'est le gars qui fait les trucs là. Ok, Bientôt la Fame, c'est un podcast pour les curieux parce que c'est des gens qui sont pas très médiatisés et connus. Est-ce que toi, du coup, tu as quelque chose à leur recommander est-ce que tu as une recommandation culturelle, quelque chose pour les gens qui sont curieux ? Ok, de manière générale, je recommande aux gens d'aller voir du stand-up dans leur ville. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a du stand-up en dehors de Paris. Dans des grandes villes, à Bordeaux, des fois, tu dis, même à Nantes, alors que c'est hyper développé, tu dis aux gens, je fais du stand-up, ils disent, mais il y a ça ici. Et en fait, je conseille à tous les gens de taper Comedy Club suivi du nom de leur ville sur Internet ou sur Instagram. Ils vont trouver un petit plateau. Et si ça leur plaît pas, allez voir d'autres plateaux. Il y a du stand-up pour tous les goûts. Je recommande aux gens, de manière générale aussi, quand on like, on vote en fait sur les réseaux sociaux. Donc mettez en avant le contenu que vous aimez, partagez dans votre story le contenu d'artistes que vous aimez et regardez ce que vos potes aiment aussi, quoi. Je crois qu'il y a un vrai truc aujourd'hui. On inonde Instagram de contenu. Et il y a plein de trucs qui passent à la trappe parce que en fait, les gens adorent mais le manifestent pas. Donc générer de l'interaction avec le contenu que vous aimez. Je regarde la série Samuel là, sur Arte, je regarde ça. Série d'animation qui raconte la vie d'un enfant qui rentre en 6e, c'est génial. Je trouve qu'on comprend pas assez les enfants et Émilie Tronche qui réalise ça et qui écrit ça parle de l'enfance avec une justesse qui m'a touché comme j'ai pas été touché depuis longtemps. Okay. Je recommande ça, c'est des épisodes de 3-4 minutes sur YouTube. On les trouve sous forme de playlist, c'est génialissime, quoi. Okay. Bah ça y est. C'est à peu près tout, ouais. Je pense qu'on a... Il faut faire un faux au revoir d'émission. Exactement, parce que là, à partir du moment où on va se dire au revoir, hop, on va disparaître. On va disparaître, on sera plus là face à face, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Kémil, d'avoir accepté cette invitation de venir dans Bientôt la Fame pendant 1 heure sans regarder ton portable. Et ouais. J'espère que ça va aller. Et non, et merci à toi de m'avoir accueilli avec des balistos et plein de catering génial. Ça régale. Et merci aux gens d'avoir écouté, d'être restés jusque-là. Un mec pas connu qui parle de sa vie. J'espère qu'on a connecté, quoi. Ouais, si vous êtes allé jusque-là, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire et ça fera plaisir à toi et à moi. Ça te fait plaisir les commentaires ? Je sais pas, je regarde pas beaucoup. On m'a dit qu'il fallait que je me mette à regarder beaucoup non, mais et à carrément, répondre. on se dit pas ça, dis-leur que tu lis tous vos commentaires. J'adore vos commentaires. On lit tous vos commentaires. On lit tous vos commentaires et d'ailleurs les questions que vous envoyez sont super. Continuez, vraiment. Surtout en particulier celui qui a des questions sur le caca. Ouais. Vraiment, on espère qu'il va en envoyer d'autres. Tu préfères. À chaque épisode après. Bon, merci pour cette question. Merci beaucoup Kémil du coup et n'hésitez pas à suivre Kémil sur les réseaux, arrêtez de vous désabonner. Abonnez-vous pour le faire grandir encore et pour que la fame arrive, mais la bonne fame. La bonne fame. Merci. Merci à toi. Au revoir. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast. Et si jamais vous êtes chaud, vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur YouTube. Bref, tout ce qui peut faire que Bientôt la Fame devienne Bientôt Famous.